Le goût métallique du sang emplit ma bouche, alors que j'étais allongé au pied de l'escalier de notre sous-sol. Au-dessus de moi, Jessica se tenait debout, les mains encore tendues, son visage un mélange de rage et d'autre chose. De la satisfaction peut-être. Les pas de mes parents résonnèrent dans les escaliers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La voix de maman était tranchante, mais je remarquais qu'elle regardait Jessica, pas moi. Elle est tombée, dit rapidement Jessica en reculant. Elle est si maladroite. Tu sais comment elle est. J'ai essayé de parler de leur dire que Jessica m'avait poussé après que je l'ai surprise à voler de l'argent dans ma chambre, une fois de plus. Mais la douleur dans ma poitrine rendait ma respiration difficile. Chaque inspiration était comme des couteaux me poignardant les côtes. Je ne suis pas tombé. Ai-je réussi à haleter? Elle m'a poussé. Ça suffit, me coupa papa. Nous n'avons pas besoin de tes accusations théâtrales en ce moment. Je m'appelle Emma Mitchell, et à 24 ans, je vivais encore chez mes parents, tout en terminant mon internat de médecine. Jessica, ma sœur de 26 ans, était revenue vivre à la maison il y a 6 mois, après sa 3e tentative ratée à l'université. Depuis, la tension entre nous était passée de remarques désobligeantes à quelque chose de plus sombre. Maman m'aida à m'asseoir et je n'ai pas pu retenir un cri de douleur. « Je pense que nous devons l'emmener à l'hôpital, » dit-elle, l'inquiétude se glissant dans sa voix. « Pas d'hôpitaux, » dit fermement papa. « Nous allons gérer ça à la maison comme toujours, comme toujours. » Ces mots résonnaient dans ma tête, me rappelant tous les accidents qu'ils avaient couverts au fil des ans. Le poignet foulé quand Jessica m'avait lancé un livre pendant nos devoirs. La commotion cérébrale quand elle avait, accidentellement, ouvert une porte sur mon visage. Chaque fois, mes parents trouvaient un moyen de gérer ça à la maison pour préserver l'image de notre famille. Mais cette fois, c'était différent. La douleur était plus intense et je pouvais à peine respirer. « Elle a besoin d'un médecin », insista maman, la main sur mon épaule. « Très bien, » lança papa. « Mais Emma, tu sais quoi dire, n'est-ce pas? Tu es tombée. Tu es maladroite. Point final. » Jessica eut un sourire suffisant derrière eux, sachant qu'elle s'en tirerait encore. C'était toujours le cas. L'enfant chéri ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Sa violence était toujours justifiée comme des accidents, des malentendus ou ma propre faute. Les urgences étaient fondées ce soir-là. Pendant que nous attendions, papa continuait de répéter l'histoire avec moi. Tu descendais les escaliers avec du linge. Tu as manqué une marche. Un simple accident. Le docteur Sarah Martinez n'était pas comme notre médecin de famille habituel, qui acceptait toujours les explications de mes parents sans poser de questions. Elle me regarda directement, et non les membres de ma famille qui planaient autour de moi. Quand elle a demandé ce qui s'était passé, je suis tombé dans les escaliers, ai-je dit automatiquement le mensonge répété ayant un goût amer sur ma langue. Les yeux du docteur Martinez se plissèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil à ma famille, puis de nouveau à moi. « J'aimerais examiner Emma en privé, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas nécessaire, » commença papa. Mais le docteur Martinez le coupa. « C'est la politique de l'hôpital pour les cas de traumatisme potentiel. Veuillez attendre dehors. » Une fois qu'ils furent partis, elle m'aida à monter sur la table d'examen. « Maintenant, » dit-elle doucement, « pourquoi ne me dites-vous pas ce qui s'est réellement passé ?» Quelque chose dans son ton, l'inquiétude sincère dans ses yeux, me donna envie de tout lui dire. Mais des années de conditionnement prirent le dessus. « Je vous l'ai dit, je suis tombé. »« Emma, » dit-elle gentiment. « Je suis médecin urgentiste depuis 15 ans. Je sais à quoi ressemblent les blessures dues à une chute. Ces bleus sur vos bras, ce sont des marques de saisie.
Quelqu'un vous a tenu avant que vous ne tombiez. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je restais silencieuse. Faisons quelques radiographies, dit-elle sans insister davantage. Ensuite, nous pourrons parler plus. Les radiographies révélèrent 3 côtes cassées et une fracture capillaire au poignet. Mais ce n'est pas ce qui assombrit le visage du docteur Martinez. Elle pointa du doigt des marques plus anciennes sur les clichés. Des fractures en cours de guérison dont je n'avais jamais eu connaissance. « Emma, dit-elle. Sérieusement, ces radiographies racontent une histoire qui ne correspond pas à de simples accidents ou à de la maladresse. Il y a un schéma ici, et en tant que professionnelle soumise à l'obligation de signalement, j'ai le devoir de signaler les cas de suspicion de maltraitance. » Mon cœur s'emballa. « Non, s'il vous plaît, l'ai-je supplié. Vous ne comprenez pas. Ma famille... » « Votre famille, interrompit-elle doucement, a couvert des abus. Ces blessures remontent à des mois, peut-être des années. Vous êtes interne en médecine, Emma. Vous savez ce que je vois ici. » Elle avait raison. En regardant les radiographies avec ma formation professionnelle, je pouvais voir la vérité que j'avais niée. Les anciennes fractures, le schéma des blessures, tout était là, en noir et blanc. « Je dois passer quelques appels, » dit le docteur Martinez en se levant. « Vous êtes en sécurité ici, Emma. Nous avons la sécurité et votre famille ne peut pas vous ramener à la maison contre avis médical. » Alors qu'elle quittait la pièce, j'entendis la voix de mon père dans le couloir, demandant pourquoi cela prenait autant de temps. Pour la première fois, au lieu de ressentir de la peur face à sa colère, je ressentis autre chose, de l'espoir. Les radiographies avaient dit la vérité que je n'avais jamais pu dire. Et maintenant, quelqu'un écoutait enfin. Les heures suivantes passèrent dans un flou. La sécurité de l'hôpital était postée devant ma chambre pendant que le docteur Martinez passait ses appels. Je pouvais entendre la voix de mon père s'élever dans le couloir, les tentatives de ma mère pour le calmer et les sanglots théâtraux de Jessica sur le fait que j'inventais des histoires pour lui faire du mal. Mais les radiographies ne pouvaient pas mentir. Le docteur Martinez avait fait appel à un spécialiste, le docteur Thompson, qui était spécialisé dans la documentation des cas de maltraitance. Ensemble, ils m'ont expliqué chaque blessure montrée sur les scanners. Ces fractures capillaires, a souligné le docteur Thompson, sont des blessures de défense compatibles avec une tentative de se protéger lors d'une chute ou plus probablement lors d'une agression. Mes mains tremblaient en regardant les preuves d'années de maltraitance documentées en noir et blanc. Comment m'étais-je convaincu que c'était par des accidents? Comment les avais-je laissés me convaincre que j'étais juste maladroite? Une inspectrice de police, Laura Bennett, arriva pour prendre ma déposition. Elle avait des yeux bienveillants mais une attitude directe et sérieuse qui me fit me sentir plus en sécurité d'une certaine manière. « Prenez votre temps, » dit-elle en installant un enregistreur. « Commencez par le début, alors je l'ai fait. » Je lui ai parlé de mon enfance avec Jessica. Comment les accidents avaient commencé modestement, une bousculade par-ci, un croche-pied par-là. Comment nos parents prenaient toujours son parti, trouvaient des excuses, me disaient d'arrêter de la provoquer. Comment la situation s'était envenimée au fil des ans, jusqu'à ce que je vive dans une peur constante dans ma propre maison. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti ?» demanda gentiment l'inspectrice Bennett. « Mon internat, ai-je expliqué. Vivre à la maison était le seul moyen de me le permettre. Et avec ma famille, je n'arrêtais pas de penser que si seulement je faisais plus d'efforts, si j'étais meilleur d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'ils voulaient que vous pensiez, dit-elle fermement. Mais vous n'êtes pas responsable de leurs actions. » Un léger coup à la porte nous interrompit. Le docteur Martinez entra avec d'autres scanners. « Emma, dit-elle, nous avons trouvé autre chose.
Le scanner cérébral montre des preuves d'une commotion antérieure qui n'a jamais reçu de traitement médical approprié. Quand est-ce arrivé? Il y a 3 mois, ai-je murmuré. Jessica m'a jeté un manuel à la tête quand j'ai refusé de lui donner de l'argent. Maman a dit que j'avais juste besoin de dormir pour que ça passe. Le stylo de l'inspectrice Bennett se déplaçait rapidement sur son bloc-notes. Nous allons devoir documenter tout ça. Soudain, il y eut une agitation dans le couloir. La voix de Jessica s'éleva au-dessus des autres. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma sœur. C'est ridicule, Emma, dis-leur la vérité. L'agent de sécurité bloqua la porte, alors que Jessica essayait de le bousculer. Nos regards se croisèrent à travers l'entrebâillement de la porte, et pour la première fois, je vis quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Elle savait que le jeu était terminé. Les radiographies avaient exposé chaque mensonge, chaque accident, chaque agression dissimulée. Nos parents ne pouvaient pas arranger ça avec des explications sur ma maladresse ou des accusations sur mon besoin d'attention. « Mademoiselle Mitchell », lança l'inspectrice Bennett à Jessica, « je vous suggère de reculer ou nous ajouterons une tentative d'interférence avec une enquête de police à vos charges. » Le visage de Jessica se décomposa. « Mais ce n'était pas... Je ne voulais pas... » Elle se tourna désespérément vers nos parents, mais ils étaient occupés avec leurs propres problèmes. Papa se disputait avec l'administration de l'hôpital et maman était assise sur une chaise pleurant silencieusement dans ses mains. Le docteur Martinez s'assit à côté de mon lit, sa présence rassurante. « Emma, nous aimerions vous garder cette nuit pour observation. Nous organisons également une rencontre avec un conseiller. »« Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé, regardant tour à tour elle et l'inspectrice Bennett. « Maintenant, » dit l'inspectrice Bennett, « nous constituons un dossier. Les radiographies fournissent des preuves claires de maltraitance prolongée. Combinées à votre déposition et à la documentation de l'hôpital, nous avons assez d'éléments pour engager des poursuites. »« Des poursuites !» ma voix trembla. « Contre Jessica et potentiellement vos parents pour non-assistance à personne en danger et dissimulation de maltraitance. Ils avaient l'obligation légale d'empêcher le mal et de rechercher des soins médicaux pour vos blessures. Cela semblait surréaliste. Pendant des années, j'avais vécu dans la peur, croyant que je n'avais ni choix, ni voix, ni preuve. Maintenant, grâce à un médecin qui avait refusé de détourner le regard, tout était en train de changer. « Ah, Mo, vous n'avez pas à tout décider maintenant », m'a assuré le docteur Martinez. « Concentrez-vous sur votre guérison. Nous pouvons vous aider à trouver un logement temporaire une fois que vous sortirez un endroit sûr. J'ai une amie, » ai-je dit en pensant à Sarah, ma meilleure amie de la faculté de médecine. Elle essaie de me faire emménager avec elle depuis des mois. L'inspectrice Bennett hocha la tête d'un air approbateur. « C'est une bonne chose. Vous aurez besoin d'un système de soutien. » Alors qu'elle quittait ma chambre, je pouvais encore entendre ma famille dans le couloir. Mais pour la première fois, leur voix ne m'emplissait pas d'effroi. Les radiographies m'avaient ordonné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une preuve. Une preuve que je n'étais pas folle maladroite, ou que j'inventais des choses. Une preuve qui ne pouvait être ni expliquée, ni dissimulée. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Sarah. « Tu te souviens de la chambre d'amis que tu m'as proposée? Est-elle toujours disponible ?» Sa réponse fut immédiate. « Toujours. Pour aussi longtemps que tu en auras besoin. Veux-tu me raconter ce qui se passe ?» Regardant les radiographies toujours affichées sur le négatoscope, j'ai répondu « C'est une longue histoire, mais je m'en sors enfin. » 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de Sarah, préparant un café avant mon service du matin à l'hôpital. Le journal sur son comptoir attira mon attention. Plus précisément, le petit titre sur la condamnation de Jessica.
Elle avait écopé de 2 ans de probation, d'un suivi psychologique obligatoire et d'une ordonnance restrictive l'empêchant de m'approcher. Mes parents avaient également fait face à des conséquences. Papa avait perdu son poste au conseil d'administration de l'hôpital lorsque les dissimulations avaient été révélées et le statut social de maman dans notre petite communauté s'était effondré à mesure que la vérité se propageait. Ils avaient tous deux accepté des plaidoyers de culpabilité, probation et travaux d'intérêt général, ainsi qu'un suivi psychologique obligatoire. « Ça va ?» demanda Sarah en entrant dans la cuisine. Elle avait été mon roc à travers toutes les procédures judiciaires, les séances de thérapie, les nuits où les souvenirs me tenaient éveillé. « Oui, ai-je dit, me surprenant à le penser vraiment. « Ça va. » Mon téléphone vibra. Un message du docteur Martinez. Elle était devenue une sorte de mentor m'aidant à naviguer à la fois dans ma carrière médicale et dans mon parcours de guérison. Prête pour ta présentation aujourd'hui. Je donnais une conférence aux nouveaux internes en médecine sur la reconnaissance des signes de maltraitance et l'importance de s'exprimer. Mes propres radiographies, avec autorisation, feraient partie de la présentation. « Tu sais, » dit Sarah en me regardant rassembler mes affaires, « je suis vraiment fière de toi. Pas seulement pour t'en être sortie, mais pour utiliser ton expérience pour aider les autres. » Elle avait raison. Dans les mois qui avaient suivi cette nuit aux urgences, j'avais trouvé ma voie de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais aidé à développer de nouveaux protocoles pour le service des urgences de l'hôpital, facilitant l'identification et le signalement des cas de suspicion de maltraitance par le personnel. À l'hôpital, j'ai croisé Jessica sur le parking. Ce n'était pas un hasard. Je savais qu'elle m'attendait. « Emma », a-t-elle appelé en se tenant au-delà de la distance requise par l'ordonnance restrictive. « S'il te plaît, pouvons-nous parler ? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. » Elle semblait plus petite, moins menaçante. Le suivi psychologique avait apparemment fonctionné. J'avais entendu par des amis de la famille qu'on lui avait diagnostiqué plusieurs problèmes de santé mentale et qu'elle recevait enfin un traitement. « Je ne peux pas, » ai-je dit fermement. « Tu le sais, l'ordonnance restrictive. »« Je sais, » interrompit-elle. « Je voulais juste... j'ai reçu ta lettre. Je lui avais écrit le mois dernier dans le cadre de ma propre thérapie. Non pas pour pardonner ou oublier, mais pour reconnaître notre histoire commune et exprimer l'espoir qu'elle obtenait l'aide dont elle avait besoin. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix brisée. « Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. Le suivi, ça m'aide à comprendre ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, à quel point je t'ai fait du mal. Je suis contente que tu reçoives de l'aide, » ai-je dit sincèrement. « Mais j'ai besoin que tu respectes mes limites maintenant. » Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux. « Je comprends. Je voulais juste que tu saches. Tu es vraiment courageuse, Emma. Plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » Alors qu'elle s'éloignait, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Ces mots ne réparèrent rien, mais ils reconnaissaient quelque chose d'important. Je n'étais pas la faible. Je ne l'avais jamais été. Dans la salle de conférence de l'hôpital, je me suis préparé pour ma présentation. Le docteur Martinez était assise au premier rang, me faisant un signe de tête encourageant. La salle se remplit d'internes, leurs visages avides et incertains, me rappelant moi-même, il n'y a pas si longtemps. « Il y a 6 mois, » commençai-je, en affichant la première radiographie, « j'étais la patiente, pas le médecin. » Ces images racontent une histoire non seulement de maltraitance, mais de silence, de dissimulation, de la manière dont les dynamiques familiales peuvent normaliser la violence. J'ai fait défiler les images, expliquant chaque blessure, chaque occasion manquée d'intervention. En tant que professionnel de la santé,
Nous sommes souvent la première ligne de défense. Parfois, nous sommes les seuls à pouvoir parler, pour ceux qui ont été réduits au silence. Après la présentation, une jeune interne s'approcha de moi, les mains tremblant légèrement. « Docteur Mitchell, » dit-elle doucement. « Votre histoire, elle m'a aidé à comprendre quelque chose à propos de l'une de mes patientes. Faites confiance à votre instinct, lui ai-je dit. Faites ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi plus tôt. Ce soir-là, je suis rentré chez Sarah, ma maison maintenant, en fait, me sentant épuisé, mais comblé. Une lettre de mes parents attendait dans la boîte aux lettres. Ils écrivaient régulièrement, essayant de se faire pardonner. Parfois je lisais leurs lettres, parfois non. Aujourd'hui, j'ai choisi de l'ouvrir. « Chère Emma », écrivait maman, « nous avons vu ton interview aux nouvelles locales sur les nouveaux protocoles de prévention de la maltraitance de l'hôpital. Nous sommes si profondément désolés de t'avoir fait défaut, de ne pas t'avoir protégé quand tu avais le plus besoin de nous. Ton courage en parlant nous a forcés à faire face à nos propres échecs. » J'ai plié la lettre gardant le reste pour plus tard. Leur culpabilité, leurs regrets. Ce n'était plus mon fardeau à porter. Je construisais une nouvelle vie, une vie où ma voix comptait, où mes expériences pouvaient aider les autres, où la vérité n'avait pas à rester cachée. Les radiographies qui avaient exposé les secrets de ma famille étaient de maintenant accrochées dans mon bureau, non pas comme un rappel du traumatisme, mais comme un témoignage de survie. Elle parlait plus fort que n'importe quel mensonge, brisait des années de silence et me rendait quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, mon pouvoir. Sarah avait laissé le dîner dans le four et un mot sur le comptoir. « Souviens-toi, tu ne fais plus que survivre, tu t'épanouis. » En regardant ma nouvelle vie, j'ai souri. Elle avait raison. Les radiographies avaient dit la vérité.